Bienvenue dans ce 13e épisode de révision du français pour le brevet. Aujourd'hui, nous allons parler de la poésie engagée. C'est un chapitre très important parce qu'il montre que la poésie ne sert pas seulement à exprimer des sentiments personnels, à parler d'amour, de nature, de rêve ou de mélancolie. La poésie peut aussi devenir une parole d'action. Elle peut dénoncer, résister, défendre, accuser, appeler, consoler, rassembler. Elle peut être une arme, non pas une arme qui blesse les corps, mais une arme qui réveille les consciences. Quand on dit qu'un poème est engagé, cela signifie que le poète prend position dans les débats, les conflits ou les injustices de son temps. Il ne reste pas neutre. Il utilise la force du langage pour défendre une cause, la liberté, la paix, la justice, les droits humains, la lutte contre l'oppression, la défense des faibles, la mémoire des victimes. Mais attention, un poème engagé n'est pas simplement un slogan. Ce n'est pas seulement une phrase politique mise en vers. Ce qui fait sa force, c'est qu'il transforme une idée en émotion, en rythme, en image, en voix. Il ne dit pas seulement au lecteur ce qu'il faut penser. Il lui fait sentir pourquoi cela compte. La poésie engagée existe depuis longtemps. Victor Hugo, au XIXe siècle, en est un grand exemple. Quand il s'oppose à Napoléon III après le coup d'État de 1851, il écrit « Les Châtiments », un recueil de poèmes qui attaque violemment le pouvoir impérial. Hugo y utilise la satire, l'indignation, l'invective, l'ironie, la grandeur prophétique. Il fait du poète une conscience qui refuse de se taire. Pour lui, l'écrivain a une responsabilité. Il doit parler lorsque la justice est menacée. Cette idée deviendra essentielle dans la littérature engagée. Mais quand on parle de poésie engagée au collège, on pense très souvent à la poésie de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. La France est alors occupée par l'Allemagne nazie. La censure surveille les publications. Des écrivains doivent se cacher, publier clandestinement, utiliser des pseudonymes, faire circuler leurs textes dans des réseaux secrets. Dans ce contexte, écrire un poème peut devenir un acte dangereux. Lire un poème peut devenir un acte de résistance. Copier, apprendre, transmettre des vers peut devenir une manière de refuser l'humiliation et la peur. Paul Éluard est l'un des grands poètes de cette période. Son poème Liberté est devenu l'un des textes les plus célèbres de la résistance. Ce qui frappe dans ce poème, c'est sa structure très simple et très puissante. Le poète répète une formule comme une incantation. Il énumère des lieux, des objets, des espaces, des moments de la vie, puis fait surgir le mot attendu, liberté. Le poème progresse comme si ce mot devait être inscrit partout. Sur les cahiers, sur les arbres, sur le sable, sur la neige, sur les armes, sur les couronnes, sur la vie quotidienne, sur le monde entier. La liberté n'est plus seulement une idée abstraite, elle devient une présence à écrire, à répéter, à faire exister. La répétition joue ici un rôle essentiel. Dans un poème ordinaire, répéter pourrait sembler lourd. Mais dans un poème engagé, la répétition peut devenir une force. Elle donne un rythme mémorable, presque chanté. Elle permet au poème d'être appris, transmis, partagé. Elle crée un effet d'insistance. Elle montre que l'idée défendue ne doit pas être oubliée. Dans Liberté, la répétition fait entendre une obsession heureuse. Le désir de liberté envahit tout le langage. Louis Aragon est un autre grand nom de la poésie résistante. Chez lui, l'engagement passe souvent par une alliance entre l'amour, la patrie, la mémoire et le combat. Il écrit des poèmes où la France occupée devient une figure blessée, aimée, menacée, qu'il faut sauver. Il écrit aussi des poèmes qui rendent hommage aux résistants, à ceux qui meurent pour une cause qui les dépasse. Dans Strophe pour se souvenir, écrit après la guerre, il évoque le groupe Manouchian des résistants étrangers fusillés par les nazis en 1944. Le poème transforme une affiche de propagande conçue pour faire peur et discréditer les résistants en monument de mémoire. Là encore, la poésie renverse la violence du pouvoir. Ce que l'ennemi voulait salir devient digne d'admiration. Robert Desnos incarne une autre forme de poésie engagée. Poète proche du surréalisme, homme de radio, amoureux des jeux de langage, il entre dans la résistance. Ses poèmes peuvent associer l'espoir, la nuit, l'attente, la fraternité, le refus de la haine. Il est arrêté en 1944, déporté et meurt en 1945, peu après la libération du camp de Térésine. Sa figure rappelle que l'engagement poétique n'est pas une posture abstraite. Pour certains écrivains, les mots et la vie ont été liés jusqu'au risque le plus extrême. René Char, lui aussi résistant, écrit Les Feuillets d'Hypnos, un texte fragmentaire, dense, parfois difficile, né de son expérience dans la résistance. Sa poésie ne cherche pas toujours la clarté immédiate. Elle avance par éclats, par formules, par images brèves. Cela montre une chose importante. La poésie engagée n'a pas une seule forme. Elle peut être simple et chantante, comme certains poèmes d'Éluard. Elle peut être lyrique et mémorielle, comme chez Aragon. Elle peut être fraternelle et visionnaire, comme chez Desnos. Elle peut être brève, opaque, presque aphoristique, comme chez Char. L'engagement ne supprime pas la recherche poétique, il faut donc éviter une erreur.
Croire qu'un poème engagé serait moins poétique parce qu'il défend une cause. Au contraire, c'est souvent la poésie qui donne à l'engagement sa puissance durable. Un tract politique peut être efficace dans l'urgence, mais il vieillit parfois très vite. Un poème, lui, peut continuer à parler longtemps après l'événement parce qu'il touche à des émotions profondes. La peur, l'espérance, le courage, la honte, la colère, la fraternité, le deuil. La poésie engagée transforme l'histoire en mémoire sensible. Les procédés littéraires de la poésie engagée sont très importants pour le brevet. Le premier procédé est l'adresse. Le poète peut parler à un peuple, à un tyran, à un ami mort, à la liberté, à la France, aux lecteurs, aux générations futures. Cette adresse crée une présence. Elle donne l'impression que le poème n'est pas fermé sur lui-même, mais lancé vers quelqu'un. L'apostrophe, c'est-à-dire le fait d'interpeller directement, est donc fréquente. Elle transforme le poème en appel. Le deuxième procédé est la répétition. Elle peut prendre la forme de l'anaphore, lorsqu'un même mot ou groupe de mots revient au début de plusieurs vers. L'anaphore donne un rythme, renforce une idée, rend le texte plus facile à mémoriser. Dans un contexte de résistance, cela compte. Un poème doit pouvoir circuler, être retenu, être récité. La répétition n'est pas seulement esthétique, elle devient presque collective. Le troisième procédé est l'opposition. La poésie engagée aime opposer la lumière et l'ombre, la liberté et l'oppression, la vie et la mort, le peuple et le tyran, la fraternité et la haine, la mémoire et l'oubli. Ces antithèses rendent le conflit visible. Elles simplifient parfois le monde pour mieux frapper l'esprit. Mais les meilleurs poèmes ne se contentent pas d'opposer les bons et les méchants. Ils montrent aussi la douleur, le doute, la peur, la fragilité de ceux qui résistent. Le quatrième procédé est l'image. Une idée abstraite devient plus forte lorsqu'elle est incarnée dans une image concrète. La liberté peut devenir un mot écrit sur des objets du quotidien. La patrie peut devenir un visage aimé. Les morts peuvent devenir des voix qui continuent de parler. La nuit peut représenter l'occupation. L'aube peut représenter la libération. Le poème engagé utilise souvent des symboles simples mais puissants parce qu'ils doivent toucher vite et profondément. Le cinquième procédé est le registre polémique. Un poème engagé peut attaquer, accuser, dénoncer. Il utilise alors des mots forts, des exclamations, des jugements, parfois l'ironie ou la satire. Mais il peut aussi utiliser le registre lyrique. Lorsqu'il exprime l'amour, la douleur ou l'espoir, il peut utiliser le registre pathétique pour émouvoir devant la souffrance. Il peut utiliser le registre épique pour grandir le combat des résistants ou des opprimés. Un même poème peut donc mêler plusieurs registres. La poésie engagée pose aussi une question délicate. Le poète doit-il être clair pour être utile? Certains poèmes engagés sont très accessibles parce qu'ils veulent toucher le plus grand nombre. D'autres sont plus difficiles, plus mystérieux, plus symboliques. Cela ne veut pas dire qu'ils sont moins engagés. Parfois, dans une période de censure, l'obscurité peut protéger. Une image codée peut permettre de dire ce qu'on n'a pas le droit de dire directement. La poésie peut alors parler à deux niveaux. Elle semble parler d'amour, de nuit, de printemps, mais ceux qui savent comprendre entendent un message de résistance. Il ne faut pas non plus limiter la poésie engagée à la Seconde Guerre mondiale. Au XXe siècle et au XXIe siècle, des poètes écrivent contre la guerre, contre le racisme, contre la colonisation, contre la misère, contre les dictatures, contre la destruction du monde vivant. Aimé Césaire, par exemple, avec la négritude, donne une voix poétique et politique à la dignité noire et à la critique du colonialisme. Jacques Prévert, dans certains textes, dénonce la guerre, l'injustice sociale, l'hypocrisie. Plus largement, toute poésie engagée pose la même question. Que peut la parole face à la violence du monde? La réponse n'est pas simple. Un poème ne fait pas tomber une armée. Il ne remplace pas une action politique, un vote, une grève, une manifestation, un acte de résistance. Mais il peut donner du courage. Il peut empêcher l'oubli. Il peut rendre une cause visible. Il peut donner des mots à ceux qui n'en ont plus. Il peut faire sentir qu'on n'est pas seul. Il peut sauver une dignité. Dans les moments de peur, les mots peuvent devenir un abri intérieur. Pour analyser un poème engagé au brevet, il faut donc commencer par identifier la cause défendue ou l'injustice dénoncée. Le poème parle-t-il de liberté, de guerre, de pauvreté, de racisme, de résistance, de tyrannie, de mémoire? Ensuite, il faut repérer la voix du poète. Parle-t-il en son nom, au nom d'un groupe, à un ennemi, à une victime, à un peuple? Puis il faut observer les procédés: anaphore, répétition, apostrophe, antithèse, champs lexicaux, images symboliques, exclamation, rythme, registre. Enfin, il faut expliquer l'effet produit, émouvoir, indigner, rassembler, appeler à agir, transmettre la mémoire, redonner espoir. Il faut surtout éviter les réponses vagues. Ne dites pas seulement «ce poème est engagé parce qu'il parle de la guerre». Dites plutôt «ce poème est engagé parce qu'il dénonce l'oppression et cherche à transmettre un appel à la liberté».
L'anaphore donne au texte un rythme de proclamation, tandis que les images concrètes rendent l'idée de liberté présente dans toute la vie quotidienne. Une bonne analyse relie toujours le sens et la forme. La poésie engagée est donc un chapitre essentiel parce qu'il réunit littérature, histoire et citoyenneté. Elle montre que les mots ont une responsabilité. Elle montre aussi que la beauté n'est pas forcément séparée du combat. Un poème peut être beau parce qu'il est juste, parce qu'il refuse l'humiliation, parce qu'il garde vivante la mémoire des morts, parce qu'il donne une voix à ceux qu'on voulait faire taire. À retenir pour finir, la poésie engagée est une poésie qui prend position dans le monde. Elle défend une cause, dénonce une injustice, appelle à la liberté ou garde la mémoire des victimes. Elle utilise des procédés puissants comme l'anaphore, l'apostrophe, l'antithèse, le symbole, le registre polémique, lyrique, pathétique ou épique. Hugo, Éluard, Aragon, Desnors, Char et bien d'autres montrent que le poète peut devenir une conscience de son temps. Le jour du brevet, face à un poème engagé, demandez-vous toujours: contre quoi ce texte se lève-t-il? Pour quelle valeur se bat-il? Et comment la poésie transforme-t-elle une idée en force sensible? Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.